Allez, salut à toutes et à tous. On refait comme d'hab la même chose. Aujourd'hui au calendrier, pas grand chose. L'IPC en zone euro, ce sera intéressant à 9 heures, à 11 heures, pardon. Cette nuit, la BOJ, pas de grande surprise. Moi, j'espérais quand même un petit mouvement quand même sur le yen. On n'a rien de tout ça. Donc, non-event, hein, voilà, comme ça arrive. Donc l'IPC à 11 heures, peut-être pour un petit catalyseur de fin de semaine. On va regarder bien évidemment donc à quoi pourraient ressembler les clôtures. Et ce genre de choses. On va noter deux trois éléments techniques, donc avec des clôtures de VIX, enfin des échéances de VIX la semaine prochaine. Donc ça pourrait être un peu punchy, mais ça pourrait aussi ne pas l'être à cause de ces échéances, parce que les vendeurs de volat peuvent probablement essayer de jouer la cartouche, de jouer la carte du temps, c'est-à-dire tout simplement on joue l'immobilisme pendant encore 2 ou 3 jours, comme ça on arrive aux expirations, tous ceux qui achètent de la volatilité se font dégager, moi y compris, et obligés de se refoutre sur le nouveau contrat qui bien évidemment gapera à la hausse, et puis derrière on partira comme des couillons à la hausse. Donc c'est un scénario qu'on va anticiper, on en parlera un petit peu plus tard, mais donc il sera dû à un effet de timing, donc à des expirations de contrats futurs. On verra ça après. Allez, on commence par le Bitcoin, puisque ça, les parties VIX et compagnie, pour certains, ça vous intéresse pas du tout, même si, pour moi, ce sera le gros scénario du moment, hein. Je vous rappelle, Bitcoin, pour moi, c'est qu'un secteur d'investissement parmi tant d'autres, et c'est un qui est très intéressant pour l'instant d'ailleurs, mais clairement pas le seul. Pour moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de savoir lequel du merdier Gold, VIX, taux, action américaine va déclencher The Big One que j'attends depuis un bon moment. Et ça travaille toujours, hein. Voilà. Bon, bref, allez, Bitcoin. Donc on est en bas, les signaux pour l'instant ça tient. Je vous rappelle que pour ceux qui suivent les stratégies, on est toujours normalement dans la black box, c'est-à-dire que tout ce qui se passe pour l'instant normalement ne doit pas vous intéresser ni vous perturber en quelque façon que ce soit. La seule chose que vous devez regarder, c'est donc daily et H2. Le daily, c'est positif. Voilà, on l'a, l'avalement haussier hier, ce qui laisse donc à penser que nous avons, et jusqu'à preuve du contraire, ici la formation d'un support. Donc les deux zones de support qu'on avait identifiées, là, les 6270 et 6100, c'est donc 6100 qu'a joué le support maxi, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à glisser sous ce prix. Donc ici, jusqu'à preuve du contraire, on a donc trouvé le support qui, pour ma part, hein, c'est un support daily. D'accord ? C'est-à-dire que d'amplitude, ça va durer un bon moment. Si ce support tient, d'accord, je l'avais anticipé par là, le support, parce qu'on avait donc la target sine wave, et on avait déjà commencé à essayer de se stabiliser dessus. Non, le marché a juste enfoncé un petit peu, mais vous voyez qu'on échoue sur le support suivant. Pour moi, le support, il est là, il est validé par cet avalement haussier. Attention quand même au fait que pour l'instant, ce qui domine, d'accord, c'est une pattern de overload. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a survendu sur cette bougie, et là, on revient clôturer au-dessus. Enfin, on revient clôturer à l'intérieur de ce chandelier. Donc, j'ai même envie de dire que pour moi, le support, ce serait presque même tout ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à former le support ici, mais comme on n'a pas réussi à tenir cette clôture-là, boum, on a eu un enfoncement le jour suivant, mais vous voyez que cet enfoncement, il est complètement annulé. C'est-à-dire que là, on est venu clôturer sous le support ici, et le lendemain, on revient clôturer au-dessus. Donc là, la question, ça va être de voir si maintenant ça tient comme zone support, c'est-à-dire à chaque fois qu'on vient dans cette zone bleue, ça rachète, et qu'à la fin, on finit par s'en extraire. Là, ce sera bon signe. L'autre option, c'est tout simplement, on travaille cette zone à plat, on retrouve un cycle vendeur. Vous voyez, moi je m'attends, les deux solutions, c'est soit on latéralise ici, on passe un gros moment comme là, hein, voilà, et le risque là, c'est malheureusement qu'on n'ait pas nécessairement une réactivation haussière, mais une réactivation baissière à travers le support. Je vais vous donner 2-3 éléments techniques à surveiller. Vous verrez qu'en termes de timing, il n'y a pas grand-chose à espérer de ce marché si on doit se positionner en tant que baissier. C'est-à-dire qu'en tant que bear, là, le mieux, c'est d'attendre maintenant, d'être très patient et d'attendre de latéraliser le momentum acheteur pour, bam, recoller une bonne grosse aspiration vendeuse. D'accord ? Regardez en daily, l'oscillateur est en train de repasser à la hausse. On est sur des prix qui sont divergents. On n'a pas réussi à aller aussi bas qu'ici. On est clairement allé beaucoup plus bas sur les prix. Et là, on a des structures de chandelier de renversement. J'ai envie de dire que là, le Bitcoin, le bottom que j'ai payé moi l'autre jour, me semble sacrément être un bon candidat pour un marché qui pourrait en tout cas reprendre une dynamique acheteuse de court terme dans une tendance baissière. Mais en tout cas, ici, je pense que vendeur agressif, c'est plus du tout possible. Sine wave est à l'achat, momentum est en train de montrer des signes d'achat, même si cette pattern d'overload, pour moi,
laisse planer un risque baissier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être ultra agressivement acheteur, il faut vraiment avoir des leviers divisés par deux si vous achetez, du fait que c'est double peine, on est contre la tendance majeure, et en plus de ça, le signal de momentum, il n'est pas tout à fait clair. Comme on a enfoncé, ça montre qu'il n'y a quand même pas tant d'acheteurs que ça. Donc il ne faut vraiment pas non plus mettre trop de billes sur ce scénario-là, et surtout pas être surpris. Si franchement on vient à réattaquer ce support-là, pour moi, la moindre clôture proche des 6100 en daily, c'est terminé. C'est vraiment, si on revient clôturer ici en daily, c'est que derrière, le support cède. Et je ne vois pas d'autres raisons. Dans ce cas-là, je vois aucune raison de rester acheteur dans ce marché-là. Mais voilà, pour l'instant, je dirais de la neutralité, mais une neutralité avec un petit potentiel acheteur. Voilà, c'est soit on reste à plat. Voilà, vraiment les deux scénarios pour moi, c'est soit on reste à plat, on ne parvient pas à franchir la résistance ici, et on fait mumuse là comme ça, jusqu'à ce que, bam, on ira attaque un bon gros coup au sud, ou qu'on sorte enfin. Voilà, je vais vous donner ce canal, je vais vous dire comment il a été construit. Et option numéro 2, on en sort. Là, on valide le scénario de bottom. On sort du canal. Là, on ira chercher très rapidement ma target 1 et ma target 2, où ici, bien évidemment, je repasserai vendeur. Sous condition de signal, ça va de soi. Mais pour moi, toutes ces résistances-là seront probablement revendues. Voilà, à proximité du 61% ou légèrement au-dessus. Enfin, ouais, dans cette grande zone-là, là par là, c'est effectivement là où pour moi se trouvent les clusters, où là franchement il sera carrément intéressant de reprendre le train vendeur. En retournant 2 heures, on regarde si on a de nouveaux signaux. On a donc bien atteint un cycle bear, mais aucune confirmation au niveau du momentum. Le momentum est même haussier, ce qui suggérerait que normalement, si prix et momentum sont d'accord, on devrait avoir un franchissement de cette résistance. Maintenant, encore une fois, le momentum n'est pas précurseur des prix. C'est une dérivée qui donne une information de probabilité, mais c'est tout. Voilà, Donc il faut bien rester sur... Il ne faut pas surinterpréter le momentum. Regardez en termes d'informations techniques, on a vraiment un cluster qui se forme ici avec la target sine wave et donc cette résistance avant qui est donc un niveau historique qu'on a donc ici traité puis rejeté à la baisse. Donc je pense qu'on a toutes les probabilités quand même d'aller chercher ça peut-être aujourd'hui ou dans les prochains jours. Ce serait un bon signe. Effectivement, ne pas y aller, c'est-à-dire rejeter ici et repartir vers le bas, pour moi là ce serait game over et probablement déclenchement de l'invalidation pour les scénarios acheteurs, éventuellement reprise en main des scénarios vendeurs. Ce canal tout simplement c'est une pitchfork, c'est-à-dire que c'est ça là, voilà. C'est, comment on appelle ça déjà, je ne sais plus en français, les fourchettes d'Andrews. Voilà, je trouve ça tellement plus joli en anglais. Mais bref, donc voilà, une fourchette d'Andrews, tout simplement, en fait, j'ai pris les cycles. C'est-à-dire, j'ai pris le dernier cycle acheteur, le sommet du cycle vendeur. Alors bon, j'aurais pu prendre là, mais vous voyez que bon, voilà, je prends à l'apex, enfin à l'apex, je prends au plus loin, d'accord ? Et évidemment jusqu'au dernier point d'achat, c'est-à-dire c'est le point d'achat précédent, le dernier ici, qui est validé depuis qu'on a refait un cycle bear. Voilà, donc là on a bien validé un bottom pour l'instant. La question va être donc de savoir si on va aller plus bas pour chercher un TP ou un exit, voire rien du tout et ça enfonce, soit ici on casse tout ça et effectivement on valide le scénario acheteur. Donc pour valider un scénario de bottom, il va falloir passer au-dessus de cette target et ça va pas être facile. C'est-à-dire que, comme je vous dis, dans le meilleur des cas, il faudrait ranger dans cette zone de prix jusqu'à retrouver un nouveau cycle bullish. Okay, c'est-à-dire en fait, il faudrait rester là, tenir cette zone support et puis au bout d'un moment passer sur un cycle bull et là on serait tranquille. D'accord ? Ou TP, voilà, parce que comme on est dans un break, ce sera un TP. Donc avoir le TP, être certain que les vendeurs qui ont vendu ce breakout sont sortis. Normalement, derrière, on aura toutes les probabilités de voir les acheteurs essayer de franchir cette résistance pour aller chercher la suivante. Ok ? Donc, pour l'instant, moi je dirais vraiment la validation, ce serait venir tester ce niveau, refluer un peu et arriver à le passer à la hausse. D'accord ? Validation, c'est pas la première fois qu'on touche le niveau, sauf si on fait des clôtures au-dessus. Mais normalement, je pense qu'on va venir tester, rejeter, et il faut maintenir des creux et sommets ascendants et passer à travers ce niveau après l'avoir testé. Ce seraient donc les conditions de ma validation sur le Bitcoin. Tant qu'on passe pas ça, je pense qu'on va faire mumuse entre venir jouer dans la zone bleue, trouver du support acheteur, ne pas réussir à franchir la résistance jusqu'à ce que, hop, on arrive à passer. Et là, je pense qu'on pourra respirer un peu. Donc pour l'instant, vraiment, ça reste un scénario extrêmement spéculatif. Il est interdit de prendre des renforts et des trucs comme ça à ce stade-là. Là, maintenant, c'est juste, on a pris la position spéculative, on attend. Moi, ce qui me plaît dans ce scénario-là, c'est que, rappelez-vous ça, c'est les niveaux techniques que je vous avais dit, et j'avais identifié donc cette zone cluster où on retrouvait l'ancienne oblique baissière et cette médiane de canal. On est en train d'essayer de repasser au-dessus de ces trucs-là. On a réussi à en basculer dessous, ça mèche bas,
et on repasse au-dessus. C'est très bon signe. Maintenant, il faut voir si on se maintient et si ça redevient un support pour nous rediriger vers les targets, ou si malheureusement ça tergiverse, on repasse dessous, et cette fois, entre guillemets, ça aurait été on précasse le support, on fait un petit pullback, on trouve un max de vendeurs, on fait le plein, et cette fois on y va cordialement. Et là derrière, je vous dis, on s'enfonce sous les 6 000 $, et on passe donc sur le couteau qui tombe, très probablement. La question vraiment pour moi en daily sur le Bitcoin, c'est de savoir si la structure de consolidation est déjà terminée et qu'on attaque donc les phases terminales du crack, généralement assez verticales, ou alors il nous reste encore une vague de consolidation, et dans ce cas-là on se positionne dans le cadre de ce triangle-là, c'est-à-dire donc alors c'est pas un biseau, hein, encore une fois, il s'agit bien ici d'un triangle rectangle. On a bien le point B et le point D qui sont sur le même niveau de prix, hein, d'accord, c'est le même, il faut considérer ça comme une zone de support. C'est au même niveau, c'est pas parce que l'oblique est légèrement orienté qu'on peut considérer ça comme étant un biseau et dire du coup ici c'est sortie haussière. Non, pour moi ça c'est une grosse sortie baissière à venir, et c'est ce qu'on appelle un triangle rectangle dans une consolidation baissière. Voilà, hein. Donc là, on n'est clairement pas pour moi dans un scénario de biseau, mais bien dans un scénario de temporisation avant un enfoncement baissier. Donc dans tous les cas, pour moi, il y a du potentiel baissier. La tendance majeure reste baissière, mais la question, c'est de savoir si on est déjà mature pour aller au sud ou s'il va falloir malheureusement recoller une nouvelle vague de hausse, d'euphorie, de FOMO, de conneries de tout ce genre pour revendre une dernière fois avant d'y aller cordialement. Donc voilà, pour la partie Bitcoin, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il va que c'est la même pour l'Ethereum, le IOTA, tout ça. Pour moi, je ne traite que le Bitcoin pour l'instant parce que la zone est dangereuse et que donc je ne regarde que la plus grosse capitalisation. Maintenant qu'on est en train de tenter de construire un momentum haussier, que le sine wave va bien terminer son oscillation, si ce support-là tient, je pense qu'on franchira sans problème cette résistance. Mais en tant que acheteur contre la tendance majeure, il faudra absolument prendre un TP ici. Je pense que ce TP pourra être partiel du fait qu'on a déjà reverse le momentum et que ça laissera à penser qu'on peut passer cette target-là. C'est-à-dire que, mais je pense qu'ici, c'est minimum 50% de TP pour ceux qui jouent les achats sur ce support. Hein, voilà. Allez, on bouge sur les autres marchés. Alors, mise à jour hier, je vous ai dit, je sors du gold. Voilà, ça me semble mauvais sur le gold et je ne suis pas surpris de voir le gold péter ce matin. Donc voilà, moi jusqu'à nouvel ordre, ici on a un double bear, ça ne me plaît pas du tout, on devait trouver des achats ici, et qu'est-ce qu'on trouve? Des vendeurs, c'est-à-dire que dès qu'on casse la résistance, ils font quoi? Bam, ils vous revendent comme des salauds, c'est vous voulez acheter du gold? On vous en vend, voilà. Donc ils ont du pognon et ils jouent les malins, il ne faut pas jouer contre les gens qui sont plus forts que vous. Dans le marché, rappelez-vous, c'est donc ce dont on a parlé dans l'émission sur la psychologie, au bout d'un moment, quand les signaux sont contre vous, même si vous avez une conviction de dingue, d'accord, il vaut mieux sortir et re-rentrer. C'est-à-dire que moi, vous voyez, j'avais un prix moyen d'achat à peu près par là, et je me suis dit, je le sens gros comme une patate, qui vont nous enfoncer ça le plus vite possible, essayer de nous faire péter les supports, et donc je vais repasser en négatif, alors que j'ai des beaux gains, parce que j'ai pris des renforts sur le gold, ce qui fait que je commençais à avoir du levier là. Je me suis dit, oh non, je sens le truc, ils vont me rabaisser demain, ils vont me passer un joli trade gagnant en trade perdant, je sors. Voilà, donc je suis sorti hier par là, avec un beau gain, hein. Alors bien moindre que ce que j'imagine, mais attention, hein, ce n'est que partie remise, je reste à la recherche d'achat sur le gold, seulement maintenant je n'achète que sous deux conditions. Je veux une confirmation par un nouveau cycle bullish, c'est-à-dire, vous voyez, on casse la résistance, les bears tentent de prendre la main, mais putain, ils vendent, mais non, il y a des acheteurs, boum, on retrouve un cycle bullish, je re-rentre dans la partie. Probablement au même prix que ce que j'avais avant, hein, puisque j'avais un prix de revient moyen qui n'était pas génial, puisque j'avais acheté tout en bas ici, repris un achat par là, et c'est surtout que j'ai repayé hier les cassures haussières, et c'est ça qui m'a fait remonter le prix de revient moyen. Hein. Donc voilà, le truc c'est que du coup, comme ça n'a pas réussi à péter hier, alors voilà, moi je veux dire, ce qu'il y a en face, là, on avait tout. Exit des vendeurs, ça montrait que les vendeurs n'étaient plus agressifs dans ce marché. On tente les breakouts. Bon, première fois, ça échoue. Cycle boule, impeccable. On passe la résistance et on fait quoi? Au lieu de défoncer les résistances, on retrouve des vendeurs. Pas normal, voilà. Donc là, il faut faire attention, au bout d'un moment, il ne faut pas être stupide. Je pense que là, les signaux sont très aggravants et très alarmants pour rester à l'achat dans ce marché. Je pense que la prudence est le meilleur choix, enfin le choix le plus rationnel. Soit on franchit cette résistance et au-dessus, autant vous dire qu'il n'y a plus de frein. Évidemment, je reprendrai. C'est-à-dire qu'en fait, en étant sorti là et en re-rentrant là, je re-rentrerai avec le même levier que celui que j'ai sorti hier. J'aurai simplement un petit manque à gagner sur cette zone, tout simplement parce que pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est toujours pareil, risque-rendement. Qu'est-ce que je risque pour simplement cette petite zone de prix? Je vous rappelle que je vise du 1460, donc rendez-vous compte de la taille du trade, ce que ça représente, ça représente que dalle. Franchement, je suis prêt à perdre cette petite portion de prix, parce que le risque en face de me faire enfler la tronche et de voir les mecs revendre le gold, réintégrer le canal et chasser des stops à plus en pouvoir, je me dis,
pas intéressant. Voilà, vraiment pas intéressant en termes de rester en position sur ce truc-là. Donc maintenant, je vais attendre que Wall Street se pète la gueule. Si Wall Street se pète la gueule, ils seront obligés de lâcher le gold parce qu'il y aura une montagne de pognon qui va arriver sur les actifs refuges. Maintenant, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que ce n'est pas le cas. Le yen n'est pas recherché, le gold non plus. Donc, c'est qu'il n'y a pas de stress. C'est tranquille, le monde va bien, tout est tranquille. On va juste corriger un peu sur les equities. Moi, je vous ai dit, et je le maintiens, mon scénario, c'est que ça va mal se passer. Ils pensent tous que c'est limpide, qu'on va faire une petite correction en 2-3 vagues, et puis qu'après, on va repartir sur la hausse. Moi, je pense qu'ils vont se faire démonter la tronche et qu'ils ne vont pas le voir venir. Mais pour l'instant, il va falloir grignoter. C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'il va falloir renverser un sentiment très puissamment acheteur. Et pour ça, il va falloir donc commencer à les grignoter. Et puis au final, quand ils seront encore en train de penser franchissement de résistance, et ne voir que les prix monter, bah au final, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que les prix ne font que baisser, cacher des supports. Et puis ils vont se dire, merde, on s'est peut-être trompé sur le scénario. Voilà. Moi, ce qui m'attend, encore une fois, c'est de savoir si c'est ce cluster ou celui-là qui va répondre. Je pense que là, vu la stratégie en cours, c'est plutôt celui-là qui a l'air prêt à repartir. Mais encore une fois, si on fait 1, 2, 3, 4 et bam, grosse 5, ça me va. Hein, encore une fois, ça ne me gêne pas. Mais il faut être conscient donc que, pour moi, Wall Street, ils font tout pour ne pas lâcher depuis des mois. Depuis des mois, ils font les cons. Je pense que ça va vraiment mal tourner à un moment donné, mais qu'ils feront vraiment tout encore pour ne rien lâcher. Jusqu'à ce que d'un coup ce soit merde, on est obligé de le faire, allez, bam, moins 15% en 2 semaines et ce sera plié, quoi. Donc vraiment patience, je ne change rien à mes stratégies de trading en place. Simplement, je vois clairement que le timing est foutu en l'air à chaque fois. Et c'est toujours le même responsable, le VIX. Donc je vous dis, c'est toujours cette stratégie. Les mecs distillent leurs actions à long terme. Ils vous vendent la merde qu'ils ont achetée il y a 6 ans à très bas prix et vous l'achetez aujourd'hui 6 fois le prix. Donc moi, dans le rapport de force, ça va mal finir ce truc-là. Mais ils ont fait quoi en même temps pour que cette stratégie fonctionne bien à court terme? Ils vous vendent des actions et en plus, ils vous vendent la volatilité pour que vous ayez ce sentiment de tranquillité à court terme. Pour que vous ayez au moins un petit peu de visibilité, on va dire à 1 mois, 3 mois dans le marché, pour que vous puissiez acheter de la merde hors de prix. Mais cette merde hors de prix, c'est les mêmes mecs qui vous la vendent. Hein. Il faut être conscient de ça. Donc pour moi, en termes de stratégie, eux, je dis oui. Par contre, ceux qui achètent des actions aujourd'hui, je dis non, non, non. Sauf si vous le faites à très court terme, mais vous jouez le jeu dangereux de ces gens-là qui, eux, n'achètent pas les actions, ils les vendent, mais par contre, ils vous vendent la volatilité pour que vous achetiez les actions. Donc encore une fois, pour moi, dans le rapport de force et dans la logique d'investissement, eux, ils font un choix très très bon. Vous, en achetant les actions, pas du tout. Quand je dis vous, encore une fois, je ne sais pas du tout si vous achetez des actions. Mais en tout cas, c'est la pire des stratégies à faire maintenant. D'acheter de l'indiciel, d'acheter des actions. Parce qu'une fois que la mécanique, une fois qu'ils auront vendu suffisamment d'actions, ils vont faire quoi à votre avis? Ils vont arrêter de vendre la volate. Quand ils vont arrêter de vendre la volate et qu'ils vous auront suffisamment vendu d'actions, ils vont faire quoi? Les supports vont céder comme des merdes, donc la volate va exploser. En gros, ils maintiennent le malade en vie le temps qu'ils distillent les ventes qu'ils ont à distiller. Le jour où ils auront fini de les distiller, ça va s'écrouler. Enfin, ça va s'écrouler. On va en tout cas aller chercher les supports de moyen terme qui se trouvent 15 à 20% plus bas. Et sur certaines grosses capis, comme toutes les conneries de style Tesla et compagnie, ça va se faire dézinguer violent. Et on l'a vu et on les a analysées indépendamment. Elles ont pratiquement toutes entre moins 20 et moins 40% de valo à lâcher. Juste en retournant sur les niveaux de 2017. C'est ça qui est grave, c'est qu'on ne parle même pas d'un effondrement et d'une fin du cycle économique sur ces valeurs-là, on parle simplement de revenir à la réalité qui était celle dans laquelle on était il y a 1 an. C'est quand même complètement ouf. C'est juste que là, c'est même plus une bulle qu'on a sur les grosses comme Tesla, Apple, machin. C'est du gros n'importe quoi. Elles ont pris entre 40 et 50% en 1 an. Même pas 1 an, quelques mois. C'est débilos. Leurs profits n'ont pas été stratosphériquement multipliés par 2. C'est pas possible. Alors pourquoi on leur donne du cash? Parce que Wall Street veut voir des fusions. Wall Street a besoin de ça et du coup, il vous donne un max de cash pour racheter vos concurrents. Mais encore une fois, est-ce que les grosses capis rachètent? Non. Elles font quoi avec leur pognon? Elles rachètent leurs propres actions. Donc, encore une fois, la logique, elle est quoi? C'est un serpent qui se mord la queue, ça finira mal. Ça, c'est clair. Mais la question, c'est quand? Voilà. Donc, est-ce qu'on va se prendre un moins 15, moins 20 à Wall Street à cause de la survalorisation des grosses capis? Je pense que c'est clairement le cas, mais encore une fois, si je me trompe, je ne serai pas stupide, je ne suis pas de ceux qui tiennent les ventes dans un marché qui monte.
Allez, parenthèse refermée, on va sur les choses qui se passent bien. Donc gold sorti temporairement, et je vous préviens, si ce machin-là retourne chercher la résistance, je vais y aller et pas gentiment. Sur le gold, j'ai une conviction. Hein. J'attends juste, j'ai les signaux, donc ici j'ai renforcé. Maintenant j'ai des signaux contraires, donc je sors. Mais si on pète les signaux contraires, c'est encore une fois une validation acheteuse. Hein. Casser un signal vendeur, c'est un signal d'achat. Donc moi, il va de soi que là, j'attends de nouveau un signal pour rentrer, soit un double boule, soit la cassure du cycle bear. Hein, on ne va pas se tortiller le cul. Je vais mettre une alerte d'ailleurs immédiatement. Alors, on va la faire ensemble parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ah merde, pas ça. Qui galèrent avec ça. Donc, on prend le gold. Non, pardon. On prend sine wave, bêta. Hop, ce qui m'intéresse, c'est donc un nouveau cycle acheteur. Donc on va faire moving down 0.01%. D'accord, rappelez-vous, hein, pour détecter un cycle acheteur, c'est un cycle qui se trouve plus bas que le précédent. Donc je vais rechercher le sine wave level, qui est donc le niveau du cycle. Je veux qu'il descende de 0,01%, donc en gros qu'il ne soit pas égal au précédent et qu'il soit plus bas. Et donc là, ça va me permettre de détecter le prochain cycle acheteur, quel qu'il soit boule, TP, exit, peu importe. Je veux être averti dès qu'il y a le prochain cycle acheteur. Donc nouveau cycle acheteur de gold. Voilà. On y revient. Ok. Alors, le gaz. Ouh, le gaz. Viens me voir, mon petit. Est-ce que tu casserais ta résistance? Ah ben voilà. Eh ben voilà. Bon, enfin, on va avoir du pognon sur le gaz. Allez, donc, vous voyez, ça marche pas. À chaque fois, les vendeurs, ils n'y arrivent plus. On casse plus les supports. La résistance va céder. Je pense que je vais mettre en pause et aller prendre un petit renfort. Hop, voilà qui est fait, un petit bifton sur le gaz, pas des leviers de dingo, hein. Là je pense que voilà, mais ce qui est cool c'est que je vois qu'on est en train de passer au-dessus d'un marché suracheté, donc effectivement c'est un bon signe d'accélération. De toute façon ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 échecs sous la même résistance, au bout d'un moment on va quand même réussir à la passer je pense. Bon, en restant prudent, hein, mais je pense qu'il y a quand même un petit gain là à prendre, une accélération, passer la zone des 3 pour aller à 3,20 par exemple. Il va de soi qu'évidemment si ça retourne sur les supports c'est game over, mais bon ça me semble quand même être un marché qui ne veut plus trop baisser. Maintenant, si on échoue ici et qu'on casse les supports, il faut vraiment pas. Voilà, c'est un ratio, je dirais, en achetant ici en breakout. Là, c'est un achat sur breakout, hein, donc encore une fois, petit levier. Moi, les achats spéculatifs, c'est là où je mets un petit peu plus de conviction. Mais voilà, donc là, ce serait achat, TP avec un stop ici. Ça fait un ratio de 2 pour 1, ça reste un trade intéressant dans le sens de la tendance, c'est pour grappiller. Hein, voilà. Mais c'est tout simplement que comme je cherche à acheter ce machin depuis des mois, si je me trouve, parce que là, ça vient d'expirer en fait, donc je viens de voir que j'avais même plus le contrat. Donc là, je viens de racheter la nouvelle échéance donc qui se termine juillet. Le truc, c'est que voilà, le principe, c'est là, donc du coup, essayer de jouer l'accélération sur cette prochaine expiration, parce que tout simplement, si je vois le marché monter sans moi, alors que ça fait des mois que j'essaie de l'attraper, ce mouvement où il y a probablement une aspiration là, de 4-5% à venir très rapidement, c'est celle que j'attends depuis des mois. Si elle se produit sans moi, je vais la voir mauvaise. Parce que là, c'est quand même plus que de la patience. Depuis février, je le veux, ce marché. Hein, voilà, ça fait depuis février que je cherche les achats sur toutes les expirations. C'est bien, j'ai pris du cash hein, sur le gaz. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas reçu le mouvement que je voulais. Hein, donc, je suis toujours patient, mais j'aimerais bien quand même l'avoir. J'aimerais surtout que le marché ne le fasse pas sans moi. Hein. Voilà, allez, parenthèse refermée là-dessus. L'US Oil, moi, je touche pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors voilà, donc, on regarde. Hang Seng. Ça commence à merder, hein, c'est bon ça. Ça commence à se rapprocher des supports. Hier, il tente une stabilisation, ça passe pas, on glisse dessous. Là, maintenant, je veux vraiment voir le BAM et on décolle, vous voyez, où en fait Wall Street arrête de soutenir les bourses mondiales. Ça merde en Chine, ça merderait partout. Et vous voyez, petit à petit, on va dégrader. La porosité va s'installer dans le sentiment acheteur. Et en fait, cette porosité, petit à petit, elle va passer de extrêmement boule avec des étoiles plein les yeux à des doutes. Et quand les boules vont avoir des doutes, je vous dis que les supports vont se faire démonter. Et puis derrière, ils vont être obligés de rapidement passer BR et de se retourner leur chemise et de commencer à vendre toutes les merdes qu'on leur a vendues très cher rapidement. C'est-à-dire que là, tous les spéculateurs qui ont les étoiles plein les yeux et qui visent des 3200 sur le S&P,
Si on doit éroder le sentiment acheteur, ils vont vite se dire « Oh putain, merde, mais non, 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 il faut que je me barre de là vite » parce qu'effectivement, ils voient tous qu'il y a 15% de baisse à faire derrière. Donc ils vont se dire « Ok, bon, je me suis fait enfler, je sors. » Voilà. Ce qui fait qu'on va avoir probablement pas mal de stop-loss qui vont se déclencher d'un coup sur la partie à Wall Street. Mais encore une fois, je pense que Wall Street, ils attendent juste une chose, une bonne raison pour le faire. Mais encore une fois, plus on attend de bonnes raisons pour le faire, plus au final, c'est un rien du tout qui va déclencher ça. Et après, on courra après l'information, c'est comme toujours. Hein. C'est-à-dire qu'au final, là, vous voyez, des bonnes raisons de baisser, il y en a des dizaines, mais le marché ne baisse pas. Au final, le marché va probablement baisser sur que dalle, et tout le monde va essayer de comprendre pourquoi ça baisse. Et puis après, vous aurez les analystes qui vous diront, c'est à cause de ci, de ça, alors que bon, au final, c'est juste parce que le marché, il aura fait le con pendant des mois, et qu'il faudra lâcher la pression, tout bêtement. Donc bref, moi je reste sur le VIX. La question, donc je vous dis, c'est qu'il y a une échéance mercredi prochain. Mercredi, donc c'est de mémoire le 18, 19. Voilà, 19, il y a une échéance de VIX. De mémoire, l'échéance, c'est 15h30, je ne sais plus pour le VIX. Je ne sais plus si c'est en début ou fin de session pour le VIX. Bon, à vérifier. Mais bon, en gros, il y a une expiration. Donc le mercredi 19, je vérifie si c'est bien mercredi le 19. Non, c'est le 20. Donc mercredi 20, donc l'expiration, elle se fait sur une journée, d'accord ? Donc c'est entre le 19 et le 20. Les contrats vont arriver à expiration. Donc pour les CFD, moi, c'est le 19. À partir du 19, je ne peux plus trader le contrat, il expire, et évidemment, je vais avoir l'autre échéance qui va se produire. Donc je vais me positionner sur la nouvelle échéance de VIX dès le début de semaine. Mais donc la semaine prochaine, entre lundi et mercredi, c'est là où on va avoir les arbitrages de futurs. Alors je sais que ça peut vous paraître assez obscur pour ceux qui ne comprennent pas ce système-là, hein, mais donc comment fonctionne un marché futur, je vais vous l'expliquer, ce sera donc le contenu éducatif de la journée. Donc ça fonctionne comme ça, je vous explique, comme ça vous l'aurez, d'accord ? Donc ça c'est ce qu'on appelle un contrat futur. Imaginez ça comme une échelle de temps, hein. Voilà, vous prenez l'échelle de temps en bas, donc le contrat futur par exemple qu'on va appeler, donc VIX, donc lui ce serait VIX June, ok, June 18, donc il y a un contrat futur qui démarre le 18. Bon, voilà, là, on a mis avril, hein, du coup. Mais bon, donc là, c'est le contrat d'avril, du coup. Enfin, le contrat de mai, du coup. Ok, donc le contrat de mai commence le 17 avril et se termine donc le 19. Voilà, bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Bon, là, on s'en fout, on ne respecte pas les dates, hein, mais le principe, c'est ça. Et vous allez avoir ce qu'on appelle un rollover de futur, c'est-à-dire une portion qui dure généralement 3 jours, où vous avez les deux contrats qui se juxtaposent. C'est ce qu'on appelle donc la zone de rollover, où vous allez passer entre le contrat VIX futur à échéance mai, d'accord, et le contrat VIX futur à échéance juin. D'accord ? Et donc cette zone qu'on appelle le rollover, c'est ce qu'on va se taper de lundi à mercredi. Ce qui fait que de lundi à mercredi, ceux qui sont positionnés sur le VIX à mai, certains vont couper les contrats de mai pour les replacer sur les contrats de juin. D'accord ? D'autres vont attendre la fin de l'expiration, le dernier moment, si vous voulez, pour basculer sur la nouvelle échéance. Donc, il va y avoir des arbitrages futurs la semaine prochaine, ce qui pourra générer donc des volumes particuliers, surtout que, comme je vous dis, on est sur le contrat, sur le rollover important, où je pense que ceux qui se sont amusés à jouer toutes les ventes de volatilles vont se poser la question de savoir comment on la joue. Est-ce qu'on tire jusqu'au bout pour maintenir la volate au plus bas jusqu'à l'échéance, ou au contraire, putain, c'est la merde, faut vite sortir du contrat parce que les mecs de juin sont déjà en train d'acheter comme des cochons. Ok ? Donc c'est vraiment ça le principe. Je pense qu'il va y avoir un rollover très tendu sur le VIX en début de semaine prochaine, et je me suis très curieux de voir comment vont clôturer les actions ce soir, et surtout comment ça va se passer dès le début de semaine prochaine. Okay ? Pour moi, le problème dans ce marché actuellement, c'est les vendeurs de volatilité. Donc pour moi, ce rollover, ça va être une période très importante, et en fait, on cherche une raison de faire baisser le marché, ce sera peut-être ce rollover de VIX. Alors que vous voyez, encore une fois, il y a eu des catalyseurs géopolitiques, commerciaux, nanana. Au final, le marché n'en avait rien eu à foutre de tout ça. Si ça se trouve, c'est peut-être le rollover du contrat de futur sur les VIX qui va catalyser un décrochage complet du marché par la sortie de ces positions extrêmement agressives de VIX. Voilà, donc surveillez bien le rollover donc de lundi à mercredi. Il me semble que ça commence lundi, hein, l'ouverture du contrat VIX juin.
pour ne pas vous dire de bêtises, mais c'est à confirmer. Donc entre lundi et mercredi, il peut y avoir donc des volumes futurs sur le VIX, qui est donc le marché le plus manipulé du moment, et faiblement liquide. Donc attendez-vous à de la volatilité si ça devait merder. C'est-à-dire qu'il y a une petite chance, je pense qu'ils vont tout faire pour contrôler ça, faire en sorte que tout se passe bien, encore une fois, mais si ça doit merder, il faut que vous soyez conscient que tous ceux qui ont vendu la volatilité en mai, s'ils doivent tous se racheter en panique à la fin de l'échéance, ça va faire très mal. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. D'accord ? C'est-à-dire que ceux qui sont en train de jouer probablement le fait qu'ils vont tout faire pour tirer jusqu'à l'échéance du contrat, comme ça, hop, impeccable, on n'est pas emmerdé, les contrats clôturent tout en bas, tout est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, je vous dis, si ça commence à merder, ils vont devoir tous faire la même chose, c'est-à-dire sortir en panique de ces marchés sur lesquels ils détiennent des leviers astronomiques, et ça risque de péter rapidement dans la machine. Voilà. Donc il y a une faible probabilité que ça se produise, mais il faut la surveiller. Évidemment, dans ce cas-là, si ça se produit, vous aurez un gold qui va éclater toutes les résistances. Voilà, ce sera panique à bord, hein, je vous dis, tout le monde essaiera de distiller ses actions. Le gold sera extrêmement recherché. Voilà, ça fait partie donc des scénarios à voir. Allez, donc à surveiller donc fin de semaine pour voir si on pourra avoir des pré-signaux de cataclysme à venir sur le début de semaine prochaine, mais c'est un peu tout ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, moi, clairement, c'est de voir à quoi vont ressembler les clôtures du S&P 500 en weekly ce soir. C'est un peu, franchement, la seule incertitude. Mais voyez que très franchement, bon, quand vous avez ça, il faut s'attendre soit à ce qu'on arrive à clôturer en bas en mode doji, soit que dans tous les cas, ce soir, on a une petite remontada à la con pour finir donc sur un doji. Doji sous résistance, vous savez ce que ça veut dire. Soit la semaine prochaine, c'est haussier pour une raison X ou Y, et tout va bien dans le meilleur des mondes, soit malheureusement la semaine prochaine, elle est baissière. C'est ce qu'on appelle une evening star. Ça veut dire qu'on invalidera toute la hausse, la dernière hausse, qui, je vous le rappelle en plus en termes de structure de prix, est la troisième vague de hausse. Le marché monte généralement dans des chiffres impairs, donc on est sur un nombre impair. On est prêt à chuter, donc attention à ce que la semaine prochaine, on trouve bien un support ici. Si la semaine prochaine, ici, ça venait à merder, je ne vous raconte pas le bordel. Ça va être un gros merdier à Wall Street. Ça veut dire Evening Star Weekly sous une résistance plurimensuelle. Autant vous dire que les moins 15 derrière, ils vont commencer à pointer le bout de leur nez. Hein ? Voilà. Donc, patience. Moi, je suis encore et toujours vendeur de tous les marchés actions, européens, asiatiques, américains et anglais, tout ça, c'est short, ça ne change pas, vous connaissez la stratégie. Donc voilà. Sur le Forex, l'euro-yen hier, voilà, no comment, hein, voilà, ça c'était annoncé. Donc, gros gavage hein, sur l'euro-yen, les renforts sont pris, enfin voilà. Aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est la UDNZD qui trouve donc le repli sur son support. On va voir s'il faut nécessairement travailler un peu plus. La UDNZD aime bien faire ça, hein, vous voyez, la grosse bougie bear et la remontée derrière, c'est un grand classique. Hein, vous voyez, on l'a fait ici, on l'a fait là. Donc je m'attends à ce qu'on fasse la même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se stabilise et puis au final, derrière, tout le monde se dit ouais, mais gros chandelier bear, on va peut-être pas acheter tout de suite, alors qu'au final, si, il faut acheter. C'est là où il faut acheter. On est bien dans le timing qui était anticipé, sur le niveau de prix qui était anticipé. Moi, j'ai pris mes renforts. Je ne pose pas plus de questions que ça. Pour moi, c'est haussier et on doit monter. Le reste, on s'en fout. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous. Pardon. C'est fou, hein, je vais oublier à chaque fois. Alors, hop, les questions. Hop. Alors, question bête, mais tu parles de clôture dans un marché H24, il y a quand même des clôtures. Oui, bien sûr, il y a des clôtures, évidemment. Un chandelier weekly, il clôture toutes les semaines. Un chandelier daily, il y a une clôture par jour. Et c'est important, c'est très important, puisqu'encore une fois, on traite tous des graphiques. Et dans un graphique, la plupart visuellement, beaucoup d'investisseurs, enfin beaucoup de participants du marché, parce qu'aujourd'hui, appeler ça des investisseurs, c'est franchement limite un abus de langage. Bref, enfin... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important parce qu'une clôture, c'est ce qui fige la bougie et c'est ce qui va laisser une trace. La plupart des indicateurs en plus, il faut te dire qu'ils se calculent sur les clôtures. Ce qui fait qu'en fait, la clôture, outre l'aspect visuel, ça a également en plus un aspect psychologique puisque c'est ce qui va marquer. C'est ce qui va marquer le graphique quand tu vas le regarder après dans le temps. Puisque rappelle-toi que c'est ce qu'on fait en fait en trading, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé pour essayer d'en déduire ce qui pourrait se passer. Donc ce qui s'est passé, c'est important. Et ce que tu vois en fait, c'est les clôtures qui se sont produites avant. Donc c'est très très important les clôtures.
Maintenant, encore une fois, le problème du marché crypto, c'est que tous les marchés ne clôturent pas à la même heure, hein. Donc, voilà. Bon, enfin, c'est la spécificité typique du marché crypto, mais voilà, ça reste quand même important pour moi la clôture. Euh, et la clôture ne se fait pas à minuit, elle se fait à 2 heures du matin, du coup. Enfin, à 1h59. Voilà. Voilà, exactement, Adrien. Alors, super la black box, ok, effectivement, voilà, je pense que c'est une très très bonne idée cette black box, on va l'utiliser très souvent. Encore une fois, c'est un pur biais pédagogique, hein, mais je trouve ça intéressant, donc l'idée me plaît bien. En fait, je ne pensais pas que c'était possible de cacher les prix, mais maintenant que je sais que c'est possible, eh ben, on se gardera bien de ne pas s'en servir, puisque c'est très utile, je pense, pour vous formater à ne pas regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que dites-vous bien que vous allez mettre la black box, et je vous connais, hein, vous allez être tenté soit de la décaler, soit de la supprimer temporairement pour voir un peu quand même ce qui se passe au milieu. Il faut vraiment vous forcer à ça. Il faut vraiment vous forcer à ne pas regarder. Je sais que c'est dur, c'est très très dur. L'absence le doute est extrêmement difficile à dépasser, mais il faut le faire. Il faut vous forcer à arriver à dépasser ça. Ce sentiment de doute, et ça vous détruit en trading, et malheureusement ce sont des biais de débutants très connus, et donc en fait voilà, moi je vous propose toujours des options pour essayer de vous faire avancer. Après, encore une fois, moi je ne peux pas faire les pas à votre place, je peux que vous donner des astuces pour avancer un peu plus vite. Connais-tu Martin Prescott? Non, je ne pense pas Martin, je ne connais pas ce nom-là, qui ne dit plus grand-chose, trop occupé par son projet iode. Ok, bah s'il a un side project, voilà. Hein. Bon, un message pour te dire que je suis l'excellent travail, précis que toi. Continue comme ça, tu deviens une référence. Ouais, bah moi j'aime bien ça, hein, c'est cool, mais après encore une fois, moi je maîtrise rien, hein, et comme je vous le disais la dernière fois, avant vous étiez 300 et ça m'allait tout autant. Maintenant c'est cool que vous soyez 3000 par jour, mais encore une fois, c'est pas pour autant que si on revenait à 300, je m'arrêterais. Hein. Voilà. Je l'ai toujours fait de façon gratuite et purement altruiste, et je continuerai de le faire de toute façon. Voilà. Moi, partager, ça me fait plaisir. C'est con à dire, hein, je sais, ça y en a qui vont dire c'est débile et compagnie, tu fais ça parce que tu gagnes du pognon. Voilà, hein, je gagnais du pognon avant aussi, j'en gagnais beaucoup moins, j'en gagne beaucoup plus aujourd'hui avec Pro. Je gagne plus d'argent aujourd'hui avec Pro 14 qu'avec mon trading, c'est vous dire. Donc voilà, et c'est pas pour autant que j'ai changé quoi que ce soit à l'approche de la stratégie. Hein. Voilà, ceux qui étaient là il y a 2 ans se rendent compte qu'aujourd'hui rien n'a changé. Hein. Voilà. J'espère que vous vous rendez compte que c'est important. Moi, l'argent, ça m'a jamais monté à la tête. Je vis toujours de la même façon qu'avant. Vous m'avez juste donné beaucoup plus de travail, ça c'est clair. Mais c'est-à-dire que comme vous me faites confiance, moi je ne trahis pas cette confiance. Vous m'avez demandé du travail, je vous l'ai fourni. C'est ça le truc. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent avec Pro 14 que trading, mais il va de soi que j'ai pas décidé de me reposer sur les lauriers. Hein. Je suis passé à 15 heures de boulot par jour pour être à la hauteur de vos attentes, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, sur le Discord, la Toto Hermite m'ont normalement bien aidé à comprendre, mais je voulais savoir si toi tu avais d'autres détails à nous apporter. Évidemment, ok. Donc c'est très bien le réflexe que tu as, Florian. Voilà. Quand vous avez des questions, il faut bien vous dire une chose. Avant, moi, quand on n'était pas nombreux, je pouvais m'occuper des problèmes personnels, enfin personnels, pas personnels, mais je pouvais faire beaucoup plus du cas par cas. Aujourd'hui, je peux vachement moins, c'est pour ça qu'on a mis en place ce Discord. Rappelez-vous quand même que quand vous êtes arrivé en masse avec ce petit buzz qui s'est fait sur TradingView, la première chose que j'ai fait, c'est de vous dire, oh là les gars, on se calme, je sens le truc parabolique, je vous bloque, je vous ai foutu sur liste d'attente. Voilà. Rappelez-vous quand même, je vous ai fait poireauter pour certains pendant plus de 2 mois et demi. Donc je vous ai fait poireauter, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas vous gérer de façon logique, enfin de façon qualitative, donc je vous ai fait poireauter pour mettre en place ce Discord. Donc l'objectif c'est bien ça, c'est que quand vous avez des questions, d'abord Discord, et vous verrez que la plupart du temps on va vous apporter les réponses que vous voulez, et après moi je suis toujours là quand même pour traiter les cas spécifiques. Donc je vais lire ta question quand même. Donc j'ai un compte à 10 000 euros et je veux tenter un trade spéculatif boule sur Tesla. Tu dis que pour un trade spéculatif, il ne faut pas dépasser 0,1 de levier. Oui, donc en gros, je dois acheter 1 000 euros d'actions Tesla et je ne dois pas perdre plus de 2,5% dans ton cas, c'est-à-dire 25 euros.
m'a rapporté 5%, on m'a expliqué que ça devait me servir à payer le stop loss de mon trade de validation. Oula, alors, attends, ça devient compliqué. Je pense que tu mélanges pas mal de choses là. Alors, on va y aller étape par étape, parce que là, tu me poses 3 questions, mais pour moi, il y en a une qui est hors contexte, c'est celle-là. Donc, tu as 10 000 euros, d'accord, il n'y a pas de souci. Effectivement, tu vas prendre un trade bull sur Tesla. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas ça, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne mettras que 1 000 euros en valeur d'actions Tesla. Donc, tu vas calculer combien d'actions Tesla il faut que tu achètes pour que ça fasse 1 000 euros. Donc, c'est pas compliqué, tu prends le prix. Alors, il faut comparer euro-dollar, hein, parce qu'il va en soi que le prix Tesla que tu as là, c'est un prix en dollars. Donc, tu compares, d'accord, tu transposes le prix en dollars. Et tu en achètes pour l'équivalent donc de 1 000 euros, ok, pas de souci. Ensuite, la question du stop loss, d'accord. En fait, là, le levier, c'est ça. En fait, toi, tu as posé 3 questions. La question sur le levier, la question sur la gestion du risque, donc la distance du stop loss, et après, tu me parles de payer le stop loss. Donc, on va voir après, hein. Donc le 0,1, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'en gros, ça définit le nombre d'actions que tu vas devoir acheter. Tu vas en acheter pour 1 000 euros avec un équivalent dollar. Ensuite, le placement du stop loss. C'est qu'effectivement, moi je pense que dans un bon dimensionnement de ton stop loss, sur Tesla, il ne faut pas risquer plus de 2,5% de ton capital. Ça veut dire que tu vas... En fait, moi, je ne réagis pas comme ça. Là, toi, tu es parti à l'inverse. C'est-à-dire que moi, en fait, je définis mon risque et mon risque va définir mon levier. Toi, en fait, tu as posé des questions dans Voilà, je comprends en fait là où tu t'es mélangé. On va prendre l'exemple Tesla immédiatement. On va sur Tesla, puisque c'était celui que tu as dit. Bon, pour l'exercice, on va dire que tu as 10 000 dollars et pas 10 000 euros. Hein. Comme ça, on n'a pas à se faire chier avec le taux de change euro-dollar. On va la jouer plus simple. Donc, l'objectif, c'est donc là le prix actuel de Tesla, donc 357. Donc, tu vas faire tout simplement, tu vas dire, mon trade, je vais donc rentrer sur le prix actuel ici. D'accord. Tu vas dire, je vends. On prend un exemple, là, on s'en fout, là, on ne fait pas un trade réel, on fait juste un exemple. Donc, tu vas vendre le prix à la clôture. Donc, il est 357,72. Tu définis que ton niveau d'invalidation, il doit être là. D'accord. Tu dois pas. Par exemple, si Tesla fait un nouveau sommet historique, tu t'arrêtes. Ok. On va dire que peu importe. C'est pas une stratégie que je vous donne. Hein. Je te dis juste si ta stratégie c'est ça. Voilà comment tu fais. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut rationaliser tes trades. Pas calculer ton levier d'abord. Le levier, ça découle du niveau de risque que tu veux sur ce trade. Pas l'inverse. Donc, tu ne calcules pas ton levier en premier. D'abord, tu calcules ton risque. Donc, ici, et tu te dis effectivement, je vais risquer 2,5% de mon capital. Ce qui est franchement beaucoup pour un trade Tesla. Donc, tu prends ça. Tu regardes et tu calcules le niveau de ton stop. C'est-à-dire que la distance de ton stop sur l'actif réel, c'est 9%. Toi, tu ne veux risquer que 2,5. D'accord ? Donc, tu vas devoir prendre un levier qui est divisé par combien ? D'accord ? Pour un levier de 1, d'accord, ton stop, il serait là. Il serait à 2,5% du prix d'entrée. Comme toi, tu vas devoir payer 9% de stop sur l'actif réel, mais que ça ne doit coûter que 2,5% sur ton capital. Tu vas faire un bon vieux produit en croix à la con. Voilà. Tu vas donc faire donc 2,5 divisé par 9. OK ? C'est ça que tu vas faire, et ça te donnera ton levier. 2,5 divisé par 9, ça va faire grosso merdo 0,35, et ce sera ton levier, 0,35. Et c'est à partir de là que tu vas calculer le nombre d'actions que tu vas prendre, puisque tu vas prendre un levier 0,35, c'est-à-dire que tu vas donc prendre l'équivalent de 3500 euros de Tesla. D'accord ? Et là, ton invalidation, derrière, elle te coûtera effectivement 2,5% de ton capital. On est d'accord ? Est-ce que tu saisis la nuance ? Voilà. Si ce n'est pas clair, tu me le dis, on en reparlera dans la prochaine émission, il n'y a pas de problème. Mais normalement, on a déjà parlé de ça. On a fait une émission sur ce truc-là, et on a déjà parlé de ce calcul. Et donc, alors, la dernière question, si ce trade spéculatif a fonctionné et m'a rapporté 5%, on m'a expliqué que ça devait me servir à payer le stop loss. Alors ça, après, c'est le money management. Encore une fois, je vous ai dit, ça dépend. Chaque personne aura un money management différent. C'est-à-dire que si tu as un profil à faible risque, tu vas effectivement assez rapidement payer ton stop loss. C'est-à-dire que dans ta stratégie ici, tu vas avoir ton stop là. Généralement, tu considères que la validation, c'est a priori à peu près la distance entre ton stop et le prix d'entrée. Ce qui correspond, en gros, tu te dis effectivement, là, on a un premier support par là. Ce sera ici, par exemple, que tu mettras ton TP1. D'accord ?
Encore une fois, c'est toujours pareil. On intervient sur des niveaux techniques d'intérêt. Ici, par exemple, ça pourrait être soit target 1 pour quelqu'un qui a un profil à faible risque, et sur la target 1, tu vas payer ton stop. Et comme il est de la même distance, effectivement, tu vas devoir sortir la moitié de ta position pour payer ton stop loss. Tu as d'autres gens comme moi, par exemple, beaucoup plus agressifs dans le money management, qui ici vont simplement appeler ce que moi j'appelle le niveau de validation. C'est-à-dire que moi, en validation, j'abaisse mon stop au-dessus du marché, au-dessus du sommet qu'a fait le marché. Mais je ne prends pas de profit. Je laisse 100% de la position couler. Voilà. C'est vraiment ça le truc. Et encore une fois, ça, je vous l'ai dit, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies différentes dans le money management. Moi, je module mon money management, ce qui fait que j'ai plusieurs money management que j'utilise en fonction du risque que je veux placer sur ce trade. Vous, il faut que vous en choisissiez un d'abord de money management qui correspond à votre profil de risque. Soit vous payez vos stops rapidement, soit vous laissez courir le risque un maximum. Évidemment, ça procure plus de gains. C'est comme vous voulez. Mais voilà, plus de risque égale plus de gains, mais plus de risque égale que, évidemment, beaucoup de fois, vous allez vous retrouver avec une perte alors que votre trade est quand même passé par une phase de gain. Il y a également les cas où vous allez vous retrouver avec des trades stoppés à zéro alors qu'on est passé pas très loin de vos targets. Donc voilà, c'est toujours un jeu avec des gains et avec des avantages et des inconvénients. Et évidemment, plus vous aurez un positionnement rationnel par rapport à votre psychologie, plus vous serez bénéfique sur le choix que vous aurez fait. Alors là, je n'aurai pas le temps d'aller analyser autre chose, surtout que je ne connais pas du tout ce truc-là, XPT-USD, et ça ne fait même pas partie des 10 plus grosses capis, donc j'ai envie de te dire danger. Pour l'instant, on est en risque sur les cryptos, il ne faut pas t'amuser à rester sur les altcoins. Là, Euro PLN, wow. Alors ça, je ne sais même pas si moi j'y ai accès en trading à ce truc-là. J'ai répondu à ce truc-là. Ah oui, je t'ai répondu, effectivement. Voilà, la raison, c'est clair. Oui, j'étais un peu moins enjoué parce que je sortais de chez le dentiste. Voilà, donc... allez, on parlera du reste plus tard, ça on vient d'en parler, c'est la même question que tu as posée Jean-Marc, à laquelle je viens de répondre avant. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Pardon, on se retrouve lundi.